Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Alors, bonjour Stéphane. Salut Mario. Nouvel épisode de Contact. Et là, tu reçois un invité qui était dans la controverse ici au Québec et en France. Ça risque de faire jaser? Oui, pour avoir piqué des jokes, pour avoir piqué des segments même de sketch complet. On parle de Gad Elmaleh, qui est une énorme star au Québec. Il s'en vient d'ailleurs en décembre au Centre Bell. Je pense que c'est le 11 décembre. Et il est en France une des plus grandes stars, sinon la plus grande star de l'humour. Et on se souviendra, parce que ça fait quand même assez longtemps, c'était en 2017, si la mémoire me sert bien, il avait été accusé d'avoir volé des jokes. Plusieurs humoristes sont sortis sur la place publique en disant « c'est des segments de mon sketch que j'ai revu jouer. Il y a même un site qui avait fait l'exercice de mettre côte à côte l'original et ce qu'en faisait Gad. C'est pas tout ce qu'il a fait dans la vie, parce qu'il faut voir que c'est une vraie carrière. Gad Elmaleh a accepté de répondre à mes questions à Contact, non pas sur cette affaire-là précisément, mais aussi parce qu'il était impossible de faire l'impasse là-dessus. Gad s'est un petit peu expliqué, mais pas vraiment. Donc, longue rencontre. Je passe plus d'une heure avec lui. On a enregistré ça à notre studio à Paris il y a 2 semaines. Et un bon segment, évidemment, porte là-dessus. On peut, si tu veux, écouter un extrait. Ouais. Si il suffisait de prendre des blagues ou une ligne mélodique à quelqu'un qui a déjà réussi pour faire carrière, ça se saurait depuis longtemps, Stéphane. Mais à plus forte raison. Est-ce que c'est bien de faire ça? Non. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Est-ce que j'ai eu de l'orgueil et au lieu, comme un con, de dire, les gars, moi, je m'en fous. J'ai 30 ans de carrière, j'ai écrit des centaines de jokes. En effet, sur ces choses-là, vous avez raison. Donc, il y a un certain aveu. Il y a un certain aveu. Il plaide beaucoup l'orgueil. L'idée qu'il était incapable à ce moment-là. Il faut voir qu'il était en train de... Bon, la communication s'est brutalement coupée avec Stéphane. Est-ce que je suis là? Oui, excuse-moi. Oui, t'es de retour miraculeusement. Oui, je suis désolé. Ce genre de choses arrive. Donc, il était à ce moment-là au sommet de sa carrière et à conquérir ou à essayer de conquérir le marché américain. Et il a fait, lui, le choix de ne pas commenter, de disparaître, de s'enfermer et même, par son silence, peut-être de nier. Or, il reconnaît aujourd'hui que c'était une mauvaise idée, qu'il a péché par orgueil et qu'il aurait dû davantage communiquer, puis peut-être déjà s'excuser. Ça aurait simplifié beaucoup les choses, reconnaître les faits. Alors, je ne plaiderai pas sa cause à sa place. Ça se passe à Contact. C'est en ligne depuis ce matin. Bon, tremblement de terre, je pense que c'est comme ça qu'on doit appeler l'élection de Donald Trump, les réactions, les analyses partout. Qu'est-ce qu'on retient du nouveau paysage politique des États-Unis? On qu'il ne fait que commencer à changer le nouveau paysage politique américain. La version 2.0, sinon 3.0 de la présidence Trump, on n'a pas commencé à la voir. Mon soupçon, c'est qu'il n'attendra pas au 20 janvier pour se faire entendre. Je crois qu'il va être beaucoup mieux préparé. On n'est plus en face d'un néophyte, d'un apprenti, pardonne le jeu de mots. Il est, lui, certainement à avoir réfléchi depuis quelques semaines, quelques mois, à la meilleure manière de mettre une équipe en place qui sera à même d'accoucher de ses promesses. Alors, évidemment, tous ceux qui le détestent vont dire, c'est horrible, mais bon, il y a 51% des gens qui ont choisi d'aller voter, qui ont appuyé M. Trump. La victoire au collège électoral ne fait plus aucun doute non plus. Donc, double légitimité populaire et au collège électoral. Et je pense, parce que beaucoup de gens disent, le souci pour lui, c'est de faire disparaître ces petites difficultés avec la justice américaine et ensuite d'aller jouer au golf. Alors, pour ce qui est de faire disparaître ces petites, qui n'en sont pas de petites affaires avec la justice, je suis très lucide, ça va disparaître. Je pense même qu'il n'y aura pas lui-même à passer des ordres au département de la justice le 20 janvier prochain. L'administration Ils vont mettre le genou à terre, pourrait déjà prendre...
il pourrait prendre de l'avance là-dessus. Ça ne fera rien pour ce qui se passe à New York. On le rappelle, je pense qu'on en a glissé un mot. Il doit faire face à son juge dans l'affaire de l'achat du silence de Stormy Daniels. C'est le 26 novembre, parce que le juge va décider de suspendre le prononcé de la sentence, comme il l'avait fait en septembre, ou reporter ça dans 4 ans. J'en ai aucune idée. Chose certaine, comme président, il pourra absolument avoir aucun impact. Mais à la question, est-ce qu'il est aux manettes pour effacer ses enjeux judiciaires et jouer au golf? Je crois pas. Je pense qu'il a l'intention de gouverner, il a l'intention de mettre en place un certain nombre de ses promesses, aussi confuses soient-elles, parce que dans le détail, on ne sait pas grand-chose, mais en termes de rapports commerciaux avec ses voisins, le Mexique, le Canada et l'Europe, je te parle de Paris, dans quelques minutes, je suis sur un plateau ici en France pour parler de quoi? Des droits douaniers qui inquiètent beaucoup. L'ancien commissaire puissant à Bruxelles, Thierry Breton, disait sur un plateau dimanche, la possible élection de Donald Trump est mortifère du point de vue des Européens. On prend ça très au sérieux. Il y a quelque chose qui se dessine. D'ailleurs, il y a M. Orban qui est probablement en Europe comme grand patron de la Hongrie, l'allié politique le plus sûr pour M. Trump. M. Trump, d'ailleurs, en parle beaucoup dans ses discours d'Orban. Et il reçoit aujourd'hui à Budapest la communauté européenne, et c'est probablement le premier forum où on va prendre la mesure de ce que tout le monde pense de ce qui s'est passé aux États-Unis. Orban le qui président était un Macron. peu Orban qui était le petit canton polisson ou le mouton noir des chefs de gouvernement d'Europe, tout à coup devient le seul lien qu'on a pour peut-être négocier quelque chose avec Trump. J'aime beaucoup le petit canton polisson. Je vais le garder. Si tu le permets, tout à l'heure, je parlerai de Viktor Orban comme le petit canton polisson. C'est exactement ça. Il est peut-être l'ami qu'on a envie d'avoir en ce moment, même si j'en doute, parce que sincèrement, il fait partie de ces infréquentables en Europe. Mais c'est peut-être, en tout cas, le meilleur canal de communication pour ceux qui voudront être entendus par Donald Trump à court terme et éventuellement sur la durée, parce que c'est pas une affaire qui va durer 6 mois. C'est-à-dire que ce que Trump risque de vouloir mettre en place, ça va avoir un impact en cascade pour longtemps. Et le Canada est aux premières loges. La première fois, M. Trudeau et son équipe ont été pris de court, surpris, et je le comprends. Puis si on avait à dire au nombre des choses qui ont été bien faites par le gouvernement libéral, et c'est Mme Friedland qu'il faut remercier en particulier, ils ont désamorcé, avec l'aide des provinces, des équipes de négociateurs québécois, ils ont désamorcé ce qui aurait pu être une crise commerciale extraordinairement coûteuse pour l'ensemble des Canadiens, et de faire en sorte que la renégociation de l'entente de libre-échange s'est faite correctement et n'a pas été trop coûteuse pour nous tous. Mais là, s'ils sont pas prêts, s'ils sont pas déjà au garde-à-vous, ils étaient complètement aux abonnés absents depuis quelques mois. Quand tu parlais de réaction tout à l'heure dans les journaux, dans les médias, je peux te dire que pour ma part ici, tu vas me dire c'est loin du Québec, mais j'ai l'impression que c'est le même cas de figure. Tout le monde acceptait que c'était une possibilité que ça arrive, mais personne ne s'est fait à l'idée, au choc brutal. Puis il y a des gens qui sont surpris, qui disent « Oh my God, est-ce que ça se peut? » Comme en 2016, ça se pouvait sans l'ombre d'un doute. Il suffisait pas nécessairement de lire les journaux, mais de s'intéresser à ce que les Américains ressentent. Tu vas te dire, il doit avoir quelque chose dans son message qui a de l'impact et qui résonne. Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Kamala Harris hier? C'est simple, 10 minutes. Les classiques, évidemment. Elle dit qu'il faut continuer le combat. Moi, j'entends à travers ça que ça s'adresse aux autres, auxquels elle n'a pas l'intention de le continuer. Est-ce que j'ai raison? Moi, je la vois pas se représenter du tout, là. Je pense que si elle choisissait de se représenter, en tout cas, les chances de pouvoir gagner l'investiture du parti sont pas grandes. On a vu en 2019 que ça n'a pas marché. Puis je pense qu'après avoir perdu une élection présidentielle, il n'y a pas de chance que le parti lui fasse beaucoup de place. C'était élégamment fait, sobrement fait. Je sais pas si comme moi, alors c'est vraiment pour l'anecdote, ça veut rien dire, mais quand elle a été rejointe par son mari pour la sortie, j'avais l'impression que lui avait la face longue, qu'il était comme en pistolet, puis qu'il se voyait déjà en train de refaire la décoration à la Maison-Blanche. Mais là, je sais que c'est juste méchant ce que je dis, mais c'est mon impression. Sur le fond, donc, correctement fait. C'est son dernier grand discours, sa dernière grande
présence nationale probablement. On ne sait pas ce que ça lui réserve son destin. Et je trouve qu'elle a été paresseuse. Puis j'insiste parce qu'elle a fait un copier-coller, mot pour mot, des lignes de sa campagne électorale, de ses discours. Et il me semble, encore une fois, tu me diras, on est dans le cosmétique, mais que si j'avais été à sa place, c'est le moment où tu vas écrire le dernier mot de ton histoire. Et ça m'a semblé assez peu inspiré. Mais en même temps, je regardais ça sur le site du Washington Post, le signal en direct, et j'ai vu tous les journalistes derrière expliquer que c'était presque aussi émouvant que le discours de Martin Luther King. On était dans l'hyperbole. Et ça, et c'est vrai aussi pour ceux qui te parlent de Trump avec la même admiration béate, c'est ce qui fait qu'on ne comprend plus le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui font de l'information et qui rapportent ce qui se passe réellement. C'était pas une contre-performance de Mme Harris, mais c'était certainement pas à inscrire dans le livre des prestations oratoires les plus remarquables. Ce qu'on peut moi, j'appelais souligner, ça, et c'est ce qui est le plus important. Moi, mon mot, c'était le service J'allais dire minimum. simplement, exactement, mais elle a promis une transition pacifique et dans la collaboration. Évidemment, c'est une manière de rappeler à tous que M. Trump n'aurait peut-être pas fait les choses, je dis bien peut-être de la même manière, mais surtout, ça fait qu'il y a de bonnes chances que ça se passe pacifiquement et qu'on n'ait pas la violence que plusieurs annonçaient et à laquelle je ne suis jamais rallié. Stéphane, merci. À demain. Ciao. Au revoir.